Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre des Journées de l'économie, innover pour lutter contre le sans-abrisme. Juste un mot pour un petit tour de table. Déjà, moi, me présenter, Raphaël Ruffier-Fossoul, je suis journaliste, éditeur à Lyon, notamment de la revue de photos et de journalisme Chab. Ça me permet de vous inviter vendredi prochain au Collège Graphique pour la soirée de lancement du numéro 2. Et sinon, autour de la table, je vais commencer à ma droite. Hop là. Hélène Tonetti, oui, c'est qui est chargée de développement bénévole des Bureaux du Cœur. Si je reprends tout au bout, Étienne Piquet-Gauthier, qui est directeur général de l'entreprise des Possibles. Marion Vizière-Roland, directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et enfin, Vincent Ossiou, directeur du département économie France Stratégie. Je vous propose de commencer avec un état des lieux local par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Le micro est juste là. On fait un premier tour de table plutôt état des lieux avec des interventions relativement courtes de 5-6 minutes. Puis un deuxième un peu plus où on ira creuser les innovations et évidemment les limites. Et ensuite, on passera à vos questions dans la salle. Donc je me ferai le porte-parole. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une tablette pour les questions cette fois. Donc on fera passer un micro et j'écouterai vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez voilà, une première slide sur le foyer. Je vais peut-être tout de suite démarrer sur le sans-abrisme à Lyon. C'est une réalité que vous qui êtes à Lyon et nous aussi qui sommes à Lyon croisons tous les jours. Il y a une approche... C'est toujours très, très compliqué de savoir combien de personnes sont à la rue à un endroit donné. En France en général, à Lyon en particulier, on peut avoir une approche visuelle. Il suffit de se promener, de passer sous le pont Jean Massé, de passer à la Pardieu, de passer à Perrache, de voir des tentes, de passer tout près d'ici. Il y a des personnes à la rue, il y a des tentes, il y a des bidonvilles, il y a des squats qu'on voit moins. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dehors. Et puis après, il y a une autre manière d'approcher la situation qui est plus chiffrée. Par la demande d'hébergement. Ça sera peut-être la slide suivante. Je vous ai sorti 4 chiffres qui valent ce qu'ils valent parce que c'est une réalité qu'il est difficile d'approcher. En quelques mots, cependant, vous savez peut-être qu'il y a des maraudes qui, toutes les nuits et la journée aussi, tournent dans Lyon, sur la métropole de Lyon, pour aller à la rencontre des personnes qui sont à la rue. Ces maraudes, il y en a énormément. Hein. Il y en a quelque chose comme 80 ou 90 équipes de maraudes qui vont vers les personnes à la rue. Je vais m'attacher à celle qui est la plus installée sur le territoire, qui est le SAMU social, qui existe. Le SAMU social existe sur tous les territoires urbains en France. Et le SAMU social a rencontré, depuis le début de l'année 2023, 2513 personnes différentes à Lyon. Il en avait rencontré sur toute l'année 2022 1600. Ça dit quelque chose de l'évolution de la situation, et en sachant que le rôle du SAMU social n'est pas de compter les personnes à la rue, mais simplement d'aller à leur rencontre et de leur apporter un peu de réconfort, un peu d'orientation, une évaluation de la situation, parfois une mise à l'abri en urgence quand la situation l'exige. On pourrait penser qu'elle l'exige toujours. Malheureusement, la pénurie de places d'hébergement fait qu'on n'a pas assez de possibilités de mettre à l'abri tous ceux qui sont dehors. Un deuxième chiffre qui apparaît là en dessous en vert, 1600, c'est à peu près le nombre de demandes de mise à l'abri qui ont été exprimées par l'appel au 115. Le 115, c'est le numéro qu'on peut appeler quand on est soi-même dans la rue ou quand on voit que quelqu'un est dans la rue. Vous aussi, vous pouvez appeler le 115 quand vous croisez quelqu'un en situation de détresse à la rue ou quelqu'un qui dort dehors. Pour autant, je peux que vous encourager à le faire. Pour autant, il faut être lucide. Le 115 ne vous proposera ou ne proposera à la personne que vous aurez identifiée certainement pas de place, parce que le 115 propose, c'est le dernier chiffre, 72 places tous les soirs sur la métropole de Lyon. 72 places, 57 pour des familles, 57 pour des personnes isolées, 25 pour des familles. Voilà. Ça, c'est la réponse en urgence à l'hébergement, aux demandes d'hébergement sur le territoire. Et puis, le chiffre qui est en jaune, 8000, c'est le nombre de demandes d'hébergement, de logements qui sont en attente auprès de la Maison de la Veille sociale, qui est
l'institution à Lyon qui porte le système d'accueil et d'orientation, le système intégré d'accueil et d'orientation, donc qui fait le lien entre l'offre et la demande d'hébergement. 8000 demandes en attente. Voilà. Quelques chiffres qui ne disent rien de la détresse de ce qui est vécu sur le terrain, de la détresse qui est vécue dans la rue, de la violence, de l'âge des personnes. Vous avez dans la rue vous avez actuellement une dame de 75 ans là, qui dort 3 nuits sur 4 à la rue, et 1 nuit sur 4 elle est mise à l'abri parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc c'est 1 nuit sur 4. Vous avez des familles avec des enfants en très bas âge et des nourrissons. Alors quand il y a un enfant de moins de 1 an, il est mis à l'abri automatiquement avec sa mère. Et s'il y a une famille, s'il y a une fratrie, s'il y a un père qui sont là, eux ne sont pas mis à l'abri. Voilà, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui à Lyon, en France en général. Donc la diversité des publics à la rue, c'est aussi une réalité qu'on a du mal à percevoir. Il y a des personnes très âgées, des personnes très jeunes, il y a des familles, il y a des personnes seules, il y a des personnes qui sont en souffrance psychique, il y a des personnes qui sont malades, qui sortent de l'hôpital, des personnes qui sont en bonne santé, il y a des personnes de nationalité française, des personnes migrantes. Et c'est toute cette population-là, aussi variée et aussi étonnante, qui est à la rue. Voilà. Je vais laisser la parole peut-être à mon voisin. Vincent Ossiou pour un état des lieux plus national, général. Bonjour. Je m'exprime aussi au nom de mon titre de président de l'association L'Abri Cocoon qui s'occupe donc d'héberger des sans-abri. Clairement, c'est un enjeu fondamental pour le pays puisque nous avons plus de 330 000 personnes sans domicile fixe. Alors, ce ne sont pas toutes des personnes à la rue, mais sans domicile fixe. Et clairement, nous avons un enjeu alors, nous avons beaucoup d'hébergements, mais nous avons un enjeu puisque beaucoup de personnes sont à la rue. Par exemple, à Paris, la Nuit de la Solidarité en 2023 a recensé plus de 3000 personnes qui sont à la rue à Paris. Et malgré les centres d'hébergement, puisque en Île-de-France, par exemple, 120 000 places d'hébergement pour les sans domicile fixe existent. Et clairement, ça n'est pas suffisant par rapport au nombre de personnes qui sont à la rue. Et bien évidemment, il faut absolument les aider à rebondir le plus rapidement possible vers un hébergement, vers un logement, parce que les personnes à la rue se dégradent encore plus physiquement et psychologiquement. Et plus elles restent longtemps à la rue, plus il est difficile de les aider à s'en sortir. Et clairement, c'est aussi quelque chose qui choque une grande partie de notre population dans le pays. On est tous choqués par voir ces personnes à la rue dormir dehors, y compris en plein hiver. Et puis même quand il ne fait pas trop froid, c'est quand même quelque chose de très choquant. Et bien évidemment, la grande difficulté, c'est que beaucoup se mobilisent pour les aider, mais souvent, lorsqu'on fait des maraudes ou lorsqu'on leur donne des petites pièces, lorsqu'on leur parle, lorsqu'on les aide à manger, etc., bien évidemment, souvent c'est frustrant parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à les aider à sortir de la rue, et que les solutions pour les aider à sortir de la rue ne sont pas évidentes. Et donc, il est absolument fondamental d'essayer de trouver des solutions complémentaires à ce qui existe, parce que, par exemple, une personne à la rue sur 3 refuse les hébergements collectifs. Et bien évidemment, la plupart des solutions d'hébergement, c'est souvent collectif pour les personnes à la rue. Par ailleurs, souvent, les personnes refusent d'aller loin de là où elles sont à la rue. Et souvent, les hébergements qui leur sont proposés, notamment dans les grandes métropoles, sont souvent assez loin de l'endroit où se trouve la personne à la rue. Et du coup, certaines, bien évidemment, refusent certains hébergements lorsqu'ils sont trop loin, quoi. Et clairement... on sait aussi que c'est très compliqué de faire passer directement une personne de la rue à un logement et que souvent les bailleurs sociaux ont beaucoup de difficultés à accepter de prendre quelqu'un qui est à la rue. Et donc il faut en quelque sorte
une procédure de rebond qui passe par donc un hébergement temporaire qui permet à la personne de se reconstruire physiquement, psychologiquement, de reprendre confiance en elle, de reprendre confiance donc, dans sa capacité aussi de pouvoir se retrouver dans un logement. Et cela permet aussi donc, aux bailleurs sociaux de mieux accepter quand c'est une personne qui vient d'une solution donc, d'hébergement, quand ce n'est pas une personne qui vient directement à la rue. Et souvent, en fait, bien évidemment, beaucoup de nos citoyens qui aident les personnes à la rue n'ont pas de solution concrète pour les aider à rebondir. Certaines personnes ont, par exemple, essayé de les héberger chez elles. Et bien évidemment, ça, souvent, dans l'expérience, c'est quelque chose de compliqué parce que les personnes comme ça qui prennent quelqu'un temporairement, souvent veulent que ça dure une courte période. Et c'est très compliqué. Après quelques semaines, quand la famille, par exemple, en a assez d'avoir cette personne avec elle dans leur logement, c'est difficile, bien entendu, de la remettre à la rue. Et donc ça n'est pas vraiment une solution très performante pour les personnes à la rue, même si, bien évidemment, ceux qui le font, ça est une solidarité. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, aussi d'héberger quelqu'un qui était à la rue comme ça, temporairement, quelques mois, mais ça, bien évidemment, ça n'est pas nécessairement simple. Et donc, il est très important que collectivement, nous trouvions des solutions complémentaires aux solutions existantes. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas une critique des solutions d'hébergement qui existent et des accompagnements qui existent, etc. Mais cela ne résout pas l'ensemble des problèmes pour les personnes à la rue. Et donc, il faut arriver à développer des innovations sociales qui permettent de répondre aux enjeux de ceux qui n'ont pas de solution et qui restent à la rue, certains pendant de longues années, quoi. Merci. J'en profite pour accueillir Renaud Père, le vice-président au logement. Je ne vais pas vous faire réagir tout de suite. On a fait un petit état de lieu de la situation à Lyon, situation nationale. On écoute les deux premières innovations et puis ensuite je vous interrogerai sur pourquoi c'est important d'innover dans ce secteur. Donc parlons d'innovation justement avec les bureaux solidaires, les bureaux du cœur. Les bureaux du cœur. Donc en fait, nous, on propose, je rebondis exactement sur ce que vous avez expliqué, on propose un SAS, en fait, un SAS de sécurité, de stabilité et d'intimité à une personne sans abri avant qu'elle trouve un logement pérenne. Donc on va travailler pour ça avec des structures de l'insertion. Donc par exemple, on est partenaire du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, mais ça pourrait être aussi Habitat Humanisme, l'Armée du Salut, des structures qui sont aussi sur des publics plus spécifiques comme les personnes migrantes par exemple, comme Youn ou Singa, ou aussi de plus en plus de structures de l'insertion par l'activité économique, donc qui ont en fait des salariés qui tous les mois ont un salaire, mais qui ne peuvent pas se loger vu le marché très tendu du logement à Lyon. Donc on travaille avec ces structures qui vont identifier un de leurs bénéficiaires qui dort à la rue, et on va mettre en lien avec des entreprises qui proposent un bureau vide, bien sûr, la nuit et le week-end, chauffé, comme c'est la plupart du temps, en fait. Donc un bureau qui sert à rien la nuit et le week-end, qui va permettre d'accueillir un invité, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qu'on accueille, sur une période de 3 à 6 mois. Et du coup, l'invité va pouvoir tous les soirs venir dormir dans ce lieu qui est mis à sa disposition, qui a été aménagé en amont. Donc nous, on accompagne l'entreprise à devenir hôte. On va
partir vraiment du matériel, en fait, dans quelle pièce c'est le plus adapté, dans un bureau, dans une salle de réunion, dans un espèce de coworking. Donc on va identifier le meilleur endroit. On va accompagner l'entreprise aussi dans son projet d'équipe. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler avec l'entreprise en amont, que ça soit pas quelque chose qui soit imposé par la direction ou parce que le directeur de la RSE trouve que c'est bien sympa, mais il faut aussi que voilà, toute l'équipe adhère au projet. Donc on peut intervenir pour lever des freins. Il y a forcément des peurs, on en reparlera tout à l'heure dans les points bloquants. On va travailler aussi tout le côté assurantiel, parce qu'il faut que cet accueil il soit encadré, que ça se passe bien. Donc on fait rajouter une clause spécifique dans le contrat d'assurance multirisque, par exemple. On peut intervenir auprès du bailleur pour une entreprise qui ne serait pas propriétaire de ses murs. Donc on va aussi rencontrer le bailleur, le propriétaire, lui expliquer que tout va bien se passer, qu'on est là pour sécuriser l'accueil. Donc on fait tout ce travail en amont. Quand l'entreprise est prête à devenir hôte, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an, suivant l'inertie de chaque entreprise. Ensuite, on ouvre cette place à nos structures partenaires qui vont identifier un besoin parmi leurs bénéficiaires ou leurs salariés. Et on va permettre cette rencontre en fait, entre le monde de l'entreprise et le monde de la solidarité. Et on va créer une première rencontre où vont être autour de la table une personne de l'entreprise, une personne de l'association qui accompagne, l'invité bien évidemment, et un bénévole référent des bureaux du cœur. Donc on va se présenter, faire connaissance, expliquer, visiter le lieu, etc. Et ensuite, il va y avoir tout un suivi en fait pendant cet accueil de 3 à 6 mois où on va à la fois en tant que bénévole des bureaux du cœur s'assurer que l'accueil se passe au mieux, mais aussi permettre un partage d'informations sur le projet d'insertion de l'invité, puisque c'est vraiment le critère le plus important, c'est que l'invité soit dans une démarche d'insertion et pour ça, il est accompagné par notre structure partenaire, comme par exemple le foyer de Notre-Dame des Sans-Abri. Donc tous les mois, on va pouvoir faire un petit point d'étape de où il en est dans ses démarches administratives, dans sa recherche de logement social, dans sa recherche d'emploi, etc. Et ça va permettre aussi de détecter des besoins et d'activer aussi parfois pour l'entreprise son réseau ou de se dire là en ce moment, l'invité il est en train d'envoyer des CV, mais on a vu qu'il était que sur son téléphone. Nous, on a un ordinateur qui sert à rien, on peut lui mettre à disposition. Un chef d'entreprise peut aussi aider à préparer des entretiens, par exemple. Voilà. Donc, on va vraiment créer ce lien, en fait, entre une personne qui, quelques mois avant, dormait dans la rue et qui, au bout de 6 mois, va potentiellement avoir une place dans un foyer à Doma, dans un logement social, etc. Voilà. Et aussi, juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et aussi le lien avec la maison de la veille sociale, on a aussi un compte, en lien avec la maison de la veille sociale, qui valorise en fait notre dispositif et qui justement va prendre en compte le fait qu'une personne qui fait sa demande sur leur site et qui est intégrée dans un dispositif Bureau du Cœur va pendant quelques mois justement faire ses preuves entre guillemets, comme quoi c'est une personne qui est autonome, qui est capable de prendre soin du lieu qu'on met à sa disposition, qui est capable aussi de parler avec des gens, d'avoir des relations avec d'autres personnes comme dans l'entreprise, et qui va du coup favoriser un petit peu l'accès à un logement social, parce que quelques mois avant, on lui aurait peut-être pas donné cette chance-là, mais grâce à ce sas de quelques mois, l'invité reprend confiance en lui, avance dans son projet et est capable de rebondir vers un logement plus pérenne. Merci. Et alors un mot, Étienne Piquet-Gauthier, sur l'entreprise des possibles en présentation. L'entreprise des possibles, c'est donc une initiative des entreprises, comme ça s'annonce. C'est un nouvel entrant dans le sujet des sans-abri. Une initiative d'Alain Mérieux, qui est d'abord connu pour être un capitaine d'industrie, mais aussi le modèle lyonnais du mécène et du philanthrope. Mais il est parti du constat évidemment scandaleux que des gens étaient à la rue. Donc c'était en 2019. On va dire que ça s'est quand même très, très, très aggravé. Et l'idée, cette fois, c'était de mobiliser les entreprises et les collaborateurs des entreprises qui adhéraient à l'entreprise des possibles.
puisqu'on voit que la nouvelle génération a très envie de faire plein de choses, que les salariés recherchent du sens. Quand ils vont dans une entreprise, ils questionnent l'employeur pour savoir ce qu'il fait pour l'environnement ou pour l'environnement plus proche social. Et donc l'idée, c'est de proposer aux entreprises et aux collaborateurs de donner des jours de congés payés. Voilà, ces jours de congés payés qui sont monétisés et qui, en fin de course, représentent par année à peu près 600 à 700 000 euros, plus du mécénat classique, plus du mécénat en nature, plus de la mise à disposition de bâtiments. Tout ça permet quand même de faire quelques belles actions, quelques belles réalisations et de mettre à l'abri, depuis le début, pas loin de 10 000 personnes qui ont été accompagnées ou mises à l'abri par l'entreprise des possibles. Voilà, donc c'est quelque chose d'innovant. La vraie innovation, mais Renaud Père en parlera, c'est de construire des logements, puisque c'est quand même le point de départ. Alors, c'est pas très innovant, mais maintenant, il faut y arriver. Donc, nous, on essaie de trouver, de proposer des solutions et d'impliquer les salariés, enfin, comme vous, quand vous serez salarié, d'abord de prouver que vous voulez vous engager, c'est-à-dire en donnant des jours de congé, en abandonnant des jours et en transformant ces jours en argent. Et puis aussi en participant à des missions de bénévolat au sein des associations que nous accompagnons. Il y a plus de une quarantaine d'associations avec lesquelles nous travaillons. Le nombre d'adhérents, aujourd'hui, c'est 163, ce qui peut paraître ridicule sur la place de Lyon, mais qui est déjà un bel effort. Et ça représente potentiellement 80 000 collaborateurs. Mais je suis très, très direct en vous disant qu'il n'y a pas 80 000 collaborateurs qui donnent un jour de congé. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail pour convaincre. Voilà, donc des missions de bénévolat, des jours de congés payés, des mises à disposition de locaux et évidemment des dons en nature pour des entreprises. Voilà. Ce qui est nouveau et innovant, ce qui moi m'intéresse beaucoup dans cette démarche d'Alain Mérieux à l'origine, c'est de mobiliser les collaborateurs, pas toujours le chef d'entreprise à qui on demande toujours de l'argent. Là, c'est vraiment le don de congés payés qui est abondé par l'entreprise, ce qui fait à la fin quelques centaines de milliers d'euros qui sont redistribués aux associations. Donc depuis 5 ans, ça fera à peu près plus de 110 projets pour plus de 5 millions d'euros qui auront été redistribués et réinjectés dans les associations qui font le boulot et qui sont dans le dur et qu'il faut vraiment être à l'honneur aujourd'hui. Merci. Et Renaud Père, juste pour finir le tour de présentation, en quoi l'innovation devient une politique nécessaire ? Bon, alors d'abord, je trouve que c'est une initiative des journées de l'économie qui est appréciable. Je le dis parce que qu'on ait un débat, les journées de l'économie jouent un rôle fondamental sur notre territoire, mais qu'on ait un débat tant en prise avec un enjeu social aussi saillant, je trouve que c'était pas là qu'elles étaient attendues, ces GECO, et que c'est extrêmement précieux. Et puis, c'est toujours extrêmement intéressant et important de s'adresser à un public extrêmement jeune et donc de le sensibiliser, s'il ne l'est pas, à la question notamment du mal logement. Bon, une fois que j'ai dit cela, je suis assez en colère quand même. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation quand même extrêmement préoccupante, et je vais répondre à la question, mais je crois même, je suis obligé de donner ce contexte. Aujourd'hui, l'hébergement, la question de l'hébergement, qui est une compétence de l'État, ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut le dire très clairement. Il y a de la bonne volonté de partout, c'est pas du tout la question. Mais on est dans une situation extrêmement problématique, bien sûr parce qu'il y a une crise du logement dans ce pays, et sur notre territoire notamment, mais il y a une crise du logement dans ce pays, et l'hébergement ne fonctionne pas. L'hébergement, il a toujours été conçu comme de l'hébergement d'urgence. Ça ne peut pas, pour plein de raisons, notamment la question de la dignité, être une solution pérenne. Or, on est dans quelle situation ? On est notamment face à un nombre de personnes qui attendent plus de 2 ans pour avoir une solution d'hébergement. Donc on imagine quand même la situation dans laquelle on est. On est dans de l'hébergement qui devient pas pérenne, pas inscrit, mais quand même très long. Donc on ne distingue plus ce qui est de l'ordre de l'hébergement et de ce qui est de l'ordre du logement. Dans notre métropole, c'est plus de 22 500 personnes
qui sont aujourd'hui en situation de mal logement. C'est ça, moi, mon cap. 22 500. Parce que c'est pas simplement, et c'est la priorité des priorités, les 3 000 personnes qui sont à la rue aujourd'hui, mais si on est bien sur les 22 500, c'est bien les personnes qui, de toute façon, sont susceptibles d'être à la rue du jour au lendemain. Parce qu'on loge chez un cousin, chez un oncle, parce qu'on loge encore avec son conjoint ou sa conjointe, alors qu'il y a des violences familiales, et parce qu'il n'y a pas d'autre solution, on est obligé d'être là, et on sait que ça ne peut pas durer, et que c'est même sa vie qui est en jeu, parce que c'est quand même ça la situation. Donc on est dans des solutions extrêmement précaires. 22 500, c'est énorme. Donc oui, je suis en colère parce que l'hébergement, c'est une compétence de l'État et je pense que nous n'avançons pas assez vite. S'il y a bien un sujet qui doit être prioritaire, et c'est bien notre sujet, c'est bien celui de la très grande pauvreté et de la très grande exclusion, eh bien c'est bien celle-ci dont il s'agit et donc il faut que nous arrivions à la traiter. Si j'ajoute à cela une autre question, et après je vous dis pourquoi, et ça fera la transition sur la nécessaire innovation, si j'ajoute à cela qu'on est dans deux politiques différentes, l'État et nous, la métropole, mais là aussi sans polémique, l'État met en place une politique, comme tous les États, une politique migratoire. Nous, en tant que métropole, territoire urbain, notre question, c'est de mettre à l'abri. Notre question, c'est de ne pas regarder quels sont les papiers, la trajectoire et des personnes qui sont à la rue, mais c'est d'essayer d'apporter des solutions. Ça a toujours été la différence entre un territoire et une ville et un État. Donc, évidemment, quand je vois que un tiers des personnes qui sollicitent la maison de la veille sociale, dont on a parlé, qui donc fait cette entrée sur l'hébergement, sont effectivement dans des situations qu'on qualifierait d'irrégulières, je crois qu'il faut qu'on ait un vrai débat dans ce pays, de se dire, est-ce qu'on reste un territoire d'accueil ou pas? Et c'est ça la vraie question. Donc il y a double question, la place de l'hébergement et la question de l'accueil. Et notamment, terme que je privilégie de mon côté métropole, de l'hospitalité. Donc pourquoi c'est important d'innover? D'abord parce qu'il faut qu'on montre que ça marche. Je crois qu'on a un devoir, nous les territoires, là je reprends un vocabulaire plus positif et un discours plus positif, oui, on a besoin de montrer que ça marche. Alors on a une chance folle sur ce territoire. C'est que sur ce territoire, précisément, on a des acteurs associatifs. On a des acteurs économiques qui sont engagés dans le devenir de ce territoire et qui, au-delà des convictions politiques des uns et des autres, se disent ce territoire, il doit rester un territoire d'accueil. Oui, effectivement. Quand le président Mérieux a créé l'entreprise des possibles, il nous aide toutes et tous, très clairement. L'entreprise des possibles nous aide toutes et tous. Et ensemble, on travaille à des projets. Et ensemble, on en a fait. Et on a rendu possible des choses. Par exemple, je regarde Marion avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Donc oui, on a cette chance quand même d'avoir des acteurs économiques qui rendent les choses possibles, des acteurs associatifs. Et aujourd'hui, parce que quand même c'était un peu moins vrai avant, je suis quand même obligé de le dire, on a des collectivités qui disent que ça n'est pas possible de ne pas avoir une politique de l'hospitalité. Mais je regarde les sondages comme vous. Je vois aussi comment, et puis je fais pas mal de réunions publiques, je vois aussi comment est à l'œuvre dans ce pays un repli sur soi. Et l'idée que l'autre, c'est bien souvent l'ennemi. Et donc, précisément, on a cette tendance à se dire, dans une situation effectivement tendue sur le plan économique, concentrons-nous plutôt sur nous-mêmes, ce qui est la catastrophe des catastrophes. Et donc, là aussi, lorsqu'on ouvre avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, le site des Amazones pour les mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, et où on fait, sur un terrain qui n'est pas occupé pour le moment par la métropole, enfin qui est un terrain de la métropole mais qui n'a pas de projet immédiat, on installe des petites maisons, des tiny houses, et on informe les voisins,
Les voisins viennent, partagent des repas avec les habitantes et les enfants. On réussit. On fait, sur 25 tiny house, on fait avancer très largement la culture de l'accueil. Ce n'est pas simplement les Amazones que nous avons ouverts dans le 9e arrondissement. Ce sont depuis, enfin en tout cas pas depuis, si lundi, la commission permanente vote, j'allais dire bien, enfin en tout cas vote favorablement au projet, la commission permanente de la métropole, ce seront 11 projets que nous aurons ouverts depuis 2020 pour les jeunes, pour les mères isolées avec enfants de moins de 3 ans et pour un certain nombre de personnes. Ce sont, sur l'année 2023, simplement sur 9 mois de l'année 2023, ce sont 2300 personnes que nous avons mis à l'abri côté métropole. Mais la mise à l'abri à l'hôtel, très honnêtement, ça n'est pas un objectif. Il faut que nous inventions de nouveaux lieux, précisément, comme ces tiny house, comme ce qu'a très bien fait le foyer Notre-Dame des Sans-Abri et la Fondation Armée du Salut avec le soutien de l'État et de la métropole de Lyon, la transformation temporaire de l'hôpital Charial à Francheville pour faire de l'accueil et de l'insertion économique. Car enfin, mais peut-être qu'on y reviendra après, il y a quand même quelques enjeux majeurs à débloquer dans ce pays. Et parmi ceux-ci, notamment la question de la régularisation par le travail. Et là, à un moment, d'arrêter d'agiter finalement les sentiments les plus bas que nous avons tous et toutes en nous, et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un discours politique pour qu'ils sortent, mais plutôt de dire ce qui est vrai. C'est-à-dire que, très clairement, une bonne partie de personnes sur ce territoire ne seront jamais reconduites à la frontière. Certains ne peuvent même pas l'être, en fonction, dans les situations de plus grande tension géopolitique et de guerre. Et une bonne partie d'entre eux ont des compétences qui nous seraient particulièrement utiles pour notre économie. Et en attendant, ils travaillent. Ils et elles travaillent. Mais ils et elles travaillent sans droit, sans titre et sans contrat de travail. Et donc, ça s'appelle de l'exploitation. Alors qu'on nous avons, et bon nombre d'acteurs économiques, notamment sur ce territoire, le disent, nous avons besoin d'eux. Donc, je crois qu'il nous manque des élus capables d'avoir un discours de responsabilité et de pédagogie et dire ce qui est difficilement entendable dans une situation de crise économique et de crise sociale. Mais oui, l'accueil n'est pas contradictoire avec le reste des politiques sociales. On poursuit le tour de table. Qui veut commencer un peu sur les freins, du coup? Vous voyez Notre-Dame des Sans-Abri. Oui, un petit mot peut-être pour réfléchir ensemble à pourquoi est-ce qu'on en est là. C'est moi qui ai ouvert le bal tout à l'heure avec le nombre de sans-abri estimé à Lyon. Renaud Père vient d'indiquer 3000 personnes, et effectivement 22 000 personnes mal logées. Ce ne sont que des indicateurs de la précarité qu'il y a sur notre territoire. Parmi les causes qu'on peut identifier, parce que c'est évidemment quand on identifie les causes qu'on peut réfléchir à des solutions, ça a été dit à plusieurs reprises, la question du logement. On n'a pas assez construit de logements ces 20 dernières années. Je ne sais pas si c'est 20 qu'il faut dire, si c'est 25 ou 10 ou 15. En tout cas, il n'y a pas assez de logements. Il n'y a pas assez de logements accessibles aux bas revenus. Il n'y a pas assez de logements accessibles dans les zones en tension. Il y a un retard là qui va être de toute façon difficile de combler. Et puis il y a beaucoup d'autres choses qui se combinent pour rendre le comblement de ce retard compliqué, les questions d'accès au foncier, de coût de la construction et tout ça. Il faut imaginer d'autres choses, ça c'est sûr. En revanche, donc il y a insuffisance de logements et il y a des coûts du logement qui sont inaccessibles à beaucoup de revenus aujourd'hui. Quand on n'a pas des revenus très élevés, et les étudiants que vous êtes là doivent aussi le vivre, il est impossible de se loger à Lyon. Voilà, ça devient vraiment très compliqué si on n'a pas des parents qui ont des revenus, de la famille, etc. Dans les raisons qui font qu'on en est là aussi sur le sans-abrisme, je voudrais mentionner aussi qu'on a quand même des politiques publiques qui alimentent le sans-abrisme. Alors, il y en a vraiment... Mais oui, il y a plein de politiques publiques qui alimentent le sans-abrisme. On procède beaucoup en France encore à des expulsions locatives. Expulser une famille de son logement... Alors évidemment, quand on en est là, c'est qu'il s'est passé beaucoup d'étapes avant et que c'est vraiment la dernière extrémité. Pour autant, expulser une famille de son logement, c'est un coût
énorme. Si on raisonne en coût pour la société, c'est un coût absolument énorme. Ce sont des enfants qui n'iront pas à l'école, ce sont des gens qui ne se soigneront pas, c'est une famille qui va se retrouver sur le trottoir, qui ira peut-être en hébergement à raison de X milliers d'euros par an et par place d'hébergement, etc., etc. Voilà, il y a des pays qui ont fait le choix de bannir complètement les expulsions locatives. Ça fait partie des choses qu'on pourrait réfléchir en France. Dans les politiques publiques qui continuent d'alimenter le sans-abrisme, Renaud Père l'a dit, il y a les questions de politique migratoire. Les choix qui sont faits dans notre pays depuis un certain nombre d'années, hein, ils sont rendus très aigus en ce moment, et le débat est très aigu en ce moment. Mais enfin, depuis 1991, par exemple, les demandeurs d'asile n'ont plus automatiquement le droit de travailler. Voilà. Donc, quand on fait ce genre de choix, eh bien, on rend des personnes captives d'un système d'aide. On les rend dépendantes. Après, on peut dire, bah oui, elles profitent du système. Enfin bon, on les a rendues dépendantes. On leur a interdit de travailler. Ou en tout cas, on a rendu compliqué le fait de pouvoir travailler. Et on les met dans une posture de dépendre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut clairement réinterroger quand on n'a pas de revenus, quand on n'a pas de travail, ou en tout cas pas de travail légal. Alors, on travaille au noir, on n'est pas protégé en cas d'accident du travail, on se fait exploiter, etc. Mais on n'a pas de revenus officiels, on n'a pas de feuille d'impôt, on n'a pas de possibilité de signer un bail, etc. Et donc, on n'a pas accès au logement et on se coupe aussi de toute cette utilité, reconnaissance sociale qui fait que chacun d'entre nous se lève le matin en se disant bah, je suis là, j'ai ma place dans la société, etc. Donc, on est dans un centre d'hébergement, on y est pour parfois très longtemps et on ne sait pas très bien ce qui va faire qu'on va en sortir. Une décision de la préfecture ou pas. Voilà. Dans les causes aussi, ou les freins que je voudrais mentionner dans ces politiques sociales qui finalement poursuivent leur trajectoire et laissent de côté un certain nombre de personnes qui se retrouvent en hébergement, qui se retrouvent à la rue. Je voudrais mentionner tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche à la psychiatrie notamment. C'est ressorti assez fort au moment du Covid, où on s'est rendu compte que oui, il y avait une fragilité chez un certain nombre de personnes qui sont ici sur notre territoire, qui sont quelle que soit leur origine, et que ces fragilités, si elles ne sont pas accompagnées, ma foi, elles produisent beaucoup de choses terribles. Quand on ferme des lits de psychiatrie, quand on recentre l'hôpital sur l'ambulatoire à tout prix, et finalement on produit aussi des gens qui restent à la rue, devraient prendre des soins et des traitements mais ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont à la rue, etc. Donc on a aussi là des politiques qui, sur le temps long, hein, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est depuis 20 ans, on ferme des lits, le rôle asilaire que jouait l'hôpital psychiatrique se rejoue maintenant dans la rue, dans les centres d'hébergement, en prison aussi parfois. Et donc on a des politiques qui créent du sans-abrisme, qui alimentent le sans-abrisme. Voilà. Je ne serai pas forcément beaucoup plus long, on pourrait aussi parler du champ du handicap, du médico-social, pour lequel il n'y a pas assez de place. Vous avez dans la rue des personnes qui relèvent de dispositifs pour personnes handicapées, de foyers d'accueil médicalisés, de choses comme ça, pour lesquels il n'y a pas de place. 5 ans d'attente pour un foyer d'accueil médicalisé aujourd'hui. 5 ans, c'est très très long, 5 ans pour attendre à la rue. Voilà. Donc dans les freins, je voudrais aussi mentionner, Hélène l'a dit, la question du regard. Quand on parle d'hospitalité, quand on parle de logement d'abord, on invite tout le monde à dire le logement c'est un droit, c'est pas un mérite, c'est pas je dois prouver que je sais bien habiter pour avoir le droit à. C'est j'ai droit à un logement, j'ai le droit d'avoir un toit sur la tête. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les regards sont pas tout à fait comme ça. Donc on raisonne beaucoup à partir du mérite supposé des personnes qu'elles doivent prouver. On raisonne beaucoup aussi sur les migrations qui sont un poids au lieu d'être considérées comme une chance. Et en fait, du coup, on se coupe d'une bonne partie de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait imaginer. Je conclurai juste deux mots là. Hein. Donc il y a des gens qui sont en hébergement qui n'en sortent pas puisqu'ils n'ont pas le droit d'en sortir. Il y a des gens qui ne rentrent pas en hébergement, c'est ceux que j'évoquais au début, qui sont à la rue. Il y a vraiment beaucoup de monde dehors. On a aussi un regard porté par la société, par les riverains, qui n'est pas toujours, par les municipalités, par les équipes municipales, qui n'est pas toujours très accueillant. Donc il y a tout ça à travailler et tout ça à faire évoluer. C'est aussi en innovant et en imaginant des solutions nouvelles qu'on peut faire évoluer ce regard sur le sans-abrisme. Qui veut poursuivre sur les points de blocage
à l'innovation. Ouais. Et ben là. Oui, je veux bien compléter sur les sensibilisations et le changement de regard. Alors, l'association n'est pas là représentée, mais je voudrais la mentionner, c'est Entourage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font un travail formidable là-dessus avec des sessions de formation qui durent 1 heure en visio ou en présentiel. Sur Lyon, ils sont vraiment très, très actifs. Et nous, c'est un de nos partenaires, à la fois parce qu'ils peuvent identifier lors de leurs maraudes ou lors de leurs événements des personnes qui dorment à la rue et qu'ils vont accompagner et qui peuvent du coup devenir nos invités. Et aussi parce qu'on les sollicite pour intervenir auprès des entreprises partenaires. Justement, quand je mentionnais le fait que pour nous c'est important que ce soit un projet d'équipe, cet accueil, parfois effectivement on se retrouve face à quelques salariés réticents qui ont peur que l'invité leur vole leur agrafeuse, par exemple, voilà, ou des problèmes d'hygiène, voilà. Donc on peut aussi s'appuyer sur d'autres structures. Pardon ? Les puces de lit, j'imagine. Alors, les puces de lit, il n'y a pas besoin d'avoir un SDF pour avoir des puces de lit chez soi, donc c'est pas un sujet. Oui, ça pourrait. Mais non, pour l'instant, on n'a pas eu ce sujet-là. C'est plus le vol, voilà, des choses comme ça. Donc, on s'appuie sur d'autres associations qui font ce travail vraiment exceptionnel. Et aussi, on permet cette rencontre, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette rencontre entre deux mondes a priori complètement opposés, même si on a encore un autre exemple que les entreprises, non, elles peuvent agir, mais c'est vraiment nous, ce qui est important pour nous, c'est au sein de l'entreprise, de pouvoir lever ses freins et de faire se rapprocher le monde de l'économie et le monde de la solidarité. Vincent Sillot. Oui, alors justement, nous sommes confrontés à un certain nombre de freins et d'obstacles. Et justement, notre association l'Abri Cocoon, avec notre association sœur à Montpellier, qui s'appelle Un Toit pour Toi, et nos partenaires comme par exemple l'association Entourage, le groupe SOS Solidarité, d'autres associations bien entendu. Nous développons un concept qui répond à une partie de ces obstacles. C'est donc un refuge urbain qui peut se placer sur domaine urbain, là où la personne est à la rue, parce que, comme je disais, une bonne partie d'entre elles refusent un hébergement qui serait un peu loin de là où elles sont à la rue. C'est un refuge pour une seule personne qui peut se placer là où est la personne et se déplacer facilement. Et par ailleurs, le second pilier, c'est qu'on mobilise des bénévoles, et en particulier dans le voisinage, les personnes pour aider à reconstruire le réseau social de la personne et l'aider à rebondir le plus rapidement possible vers un autre hébergement ou un logement. Donc, bien entendu, en coopération avec des travailleurs sociaux, bien évidemment, des professionnels, notamment dans les entreprises. Donc de ce point de vue-là, juste pour vous présenter comment se trouve l'abri, il est comme en quelque sorte un mini-studio doté de toilettes sèches et d'une douche avec réservoir pour que justement il ne soit pas connecté au réseau d'eau et d'assainissement pour pouvoir se déplacer facilement, avec un branchement électrique pour en particulier le système de chauffage, de climatisation. Et donc il y a un réfrigérateur four micro-ondes et puis bien entendu les prises pour pouvoir brancher un téléphone portable. On fournit souvent un téléphone portable à la personne afin de pouvoir la contacter, de pouvoir bien évidemment aussi l'accompagner sur différentes choses. Et cet abri, alors nous n'emplaçons. Ça, c'est aussi un élément d'innovation par rapport à d'autres systèmes de tiny house qui existent. C'est que nous n'en plaçons qu'un dans un endroit parce que c'est un élément fondamental en termes d'acceptabilité pour le voisinage. C'est beaucoup plus facile dans un quartier d'accepter juste un abri pour une personne qui est à la rue dans le quartier, et pas d'accepter, bien évidemment, un campement avec un collectif. Ça, c'est beaucoup plus difficile de le faire accepter, bien entendu, aux personnes. Donc, clairement,
C'est un abri donc nous avons développé avec bien entendu des personnes qui avaient l'expérience de l'accompagnement des sans-abri, des architectes, et clairement il est conçu pour être tout à fait sécurisant pour la personne. Qui est autonome dans l'abri, qui peut donc y entrer, y sortir quand elle en veut, elle a ses clés. Ça lui redonne le goût, justement, de se retrouver chez elle de manière autonome, en confiance, en sécurité. Et clairement, en plus, un des avantages par rapport, par exemple, souvent au centre d'hébergement, c'est qu'on peut abriter la personne avec son animal. Parce que souvent, ils ont un chien et ils ne souhaitent pas quand même ne pas le garder, quoi. Donc, par ailleurs, ça fonctionne en fait clairement avec nos partenaires, donc notamment le SAMU social est partenaire avec nous à Paris, là où nous avons des abris, et clairement ici, donc il y a la personne qui nous est orientée par le SAMU social signe une charte d'engagement qui donc lui définit les conditions en fait que la personne doit respecter, et notamment ne pas créer de nuisances à son voisinage. Et bien évidemment, nous mobilisons donc un réseau associatif et de professionnels qui interviennent donc pour aider la personne à l'accompagner vers l'emploi et vers le logement. Et bien entendu en coopération avec le groupe de bénévoles qui se mobilisent et qui se responsabilisent pour la personne, qui pour la plupart sont dans le quartier proche, qui peuvent déjà, ne serait-ce que passer un peu de temps avec la personne, aller prendre un café, faire de la balade, etc. L'accompagner lorsqu'il y a quelques besoins, notamment en termes de santé, en termes, enfin, pour l'emploi ou autre, parce que clairement, ça aide à reconstruire la personne psychologiquement. Et le fait d'être dans l'abri, bien au calme, en autonomie, en sécurité, aide également la personne à se reconstruire psychologiquement et physiquement. Et alors la durée d'abri n'est pas définie au préalable, c'est le temps nécessaire pour aider la personne donc à rebondir vers un logement. Clairement, c'est assez variable en fonction des profils. Ça peut être très rapide, hein, après quelques jours. Ça peut être quelques mois pour des personnes qui sont notamment depuis très longtemps à la rue et qui ont des problèmes de santé, par exemple, ou des difficultés psychologiques. Et donc, clairement, c'est par rapport donc à des solutions qui existent déjà, des aspects innovants qui donc en font une solution complémentaire en termes d'acceptabilité donc par le voisinage, le fait que c'est un abri individuel pour une personne, donc cela permet de répondre à ceux qui refusent d'être dans les hébergements collectifs. Et le fait que l'abri se déplace très facilement, clairement, c'est en termes d'acceptabilité aussi pour le voisinage, puisque on indique que c'est temporaire, que ça n'est pas quelque chose nécessairement permanent, et que, bien évidemment, si jamais il y avait des gens qui se plaignaient ou de la nuisance, on peut le déplacer facilement. Et clairement, ça, c'est quelque chose de bien plus acceptable pour la population, pour le voisinage, pour les élus également. Mais alors là où nous avons un enjeu, c'est que souvent les élus le valident pour la mise en place, mais ensuite la procédure peut être longue, notamment parce que des fois certaines équipes, certaines administrations prennent beaucoup de temps pour valider un emplacement, alors que
c'est quelque chose qui se positionne très facilement. Il n'y a pas besoin de travaux, ça n'est pas un investissement à faire. Et comme je disais, ça se déplace facilement. Donc c'est un petit peu, ça serait un petit peu paradoxal de ne pas pouvoir en implanter plus que ceux que nous avons. Donc nous en avons actuellement à Paris, à Nanterre, à Montpellier, à Rennes. Clairement, nous avons eu des votes au budget participatif, notamment à Paris. Nous avons eu le plus grand nombre de votes pour ce projet, avec plus de 20 000 votes en faveur, quoi. Et clairement, par rapport aux solutions, notamment, j'ai eu certains élus qui m'ont dit « Ah, mais nous accompagnons déjà des personnes qui sont dans des tentes. » Et sauf que choisir de les mettre dans des tentes plutôt que dans un abri sécurisé, chauffé, etc., je trouve ça un peu paradoxal quand même, quoi. Et parce que c'est pas plus compliqué que de les implanter que pour des tentes, et puis ça se déplace aussi facilement qu'une tente, quoi. Et clairement, ça serait, c'est aussi, comme on le disait, puisque l'objectif que nous avons de la stratégie logement d'abord, nous sommes tout à fait inclus dans cette stratégie parce que il est très difficile de faire passer directement quelqu'un de la rue à un logement, notamment chez des bailleurs sociaux ou même chez des bailleurs privés, alors que là, avoir ce refuge urbain que nous appelons l'abri passerelle, parce que c'est un abri de passage de la rue avant de passer vers un logement. Et c'est beaucoup plus facile une fois que la personne s'est améliorée en termes physiques, psychologiques et qu'elle est hébergée, de la faire accepter dans un logement et en plus quand on l'a accompagnée pour retrouver un travail. Nous avons, dans les personnes que nous avons accompagnées, notamment par exemple à Montpellier lors de la première année d'expérimentation, 5 personnes sont passées dans un abri en 1 an. Et pour toutes, nous avons trouvé des solutions d'hébergement, de logement et de travail pour celles qui n'avaient pas de travail, quoi. Et donc, juste pour dire, pour ceux qui souhaiteraient, nous pouvons présenter le projet. Nous pouvons aussi, bien évidemment, mobiliser des personnes qui voudraient, par exemple, le diffuser, le déployer dans d'autres territoires, quoi. Et ça, c'est clairement, en plus, une solution qui fonctionne bien. Alors, bien évidemment, dans l'expérimentation que nous avons, par exemple, à Paris, nous avons des profils de personnes qui sont depuis très, très longtemps à la rue, depuis 10 ans. Et bien évidemment, ça prend plus de temps pour les aider à rebondir. Mais clairement, des personnes qui viennent de tomber à la rue, qui n'ont pas d'hébergement d'urgence, notre dispositif est bien adapté pour les préserver, pour éviter qu'elles se dégradent physiquement, psychologiquement, et bien entendu pour les accompagner, pour les aider à rebondir le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qui empêche de le déployer beaucoup plus massivement ? Alors le coût n'est pas très important. Alors un abri coûte de l'ordre de 22 000 euros. Mais il est sur une durée très longue. Donc, clairement, c'est un coût beaucoup plus faible que, par exemple, payer une chambre d'hôtel ou un appartement ou quoi que ce soit pour aider la personne à se préserver et rebondir rapidement. Ensuite, si on pose la question, par exemple, à la métropole, qui je crois dépend, c'est 1000 personnes hébergées chaque nuit à l'hôtel en moyenne, dans ces eaux-là. Donc c'est-à-dire que le budget de 22 000 euros, il est quand même très vite atteint, mais ce serait possible d'en déployer 1000 dans l'agglomération lyonnaise ? Alors 1000, c'est peut-être beaucoup, parce que, bon, bien évidemment, il faut quand même trouver les endroits. Et comme on disait, on ne les met pas donc en campement, c'est un dans un endroit. Alors bien entendu, ça peut être un dans une rue, un dans une rue qui est à quelques dizaines de mètres plus loin ou quoi que ce soit. Donc dans un premier temps, enfin, il faut avoir en tête que nous sommes quand même encore... alors depuis quelques années dans l'expérimentation,
C'est pour ça que nous ne sommes pas encore déployés à très grande échelle, mais on peut bien évidemment passer maintenant à plus grande échelle, quoi, et en disposer quelques-uns, bien évidemment, dans une ville. Alors ça sera complémentaire. On ne dit pas que c'est une solution qui est nécessairement la bonne solution pour tous, mais c'est une solution complémentaire par rapport à ce qui existe, quoi. On n'a pas à oublier. Surtout que vous faites, cher Raphaël Ruffier, maintenant la politique d'achat de la métropole, puisque vous... Non. Bon, quelques mots quand même, non pas pour réagir sur ce projet dont je prends connaissance, mais d'une certaine manière, nous avons de nombreux acteurs sur notre territoire qui agissent depuis quelques années dans des logiques similaires. Quand même quelques réactions, et puis poser quand même les enjeux que nous devons... juste une nuance, il faut surtout qu'on fasse attention, nous tous, de ne pas oublier que seul le logement est la garantie véritablement d'une insertion et d'une intégration dans la société. Et donc ça rejoint les propos de Marion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a en plus expulsion, on sait à quel point la logique de l'exclusion est à l'œuvre et est quasiment irrattrapable. Enfin, il faut quand même se dire les choses. Donc c'est une petite remarque, mais non, le logement d'abord, c'est le logement d'abord. C'est-à-dire que précisément, le logement d'abord, il n'y a pas d'étape. Le logement d'abord, c'est la sortie de la rue. Il n'y a pas un effet escalier où on passerait par différentes strates, et notamment celle de l'hébergement. Et certains pays d'Europe du Nord nous ont montré la voie. Donc nous sommes très en retard, même si nous avons un gouvernement qui a voté 2 programmes de logement d'abord, et on peut s'en féliciter, mais ils ne vont pas assez loin. Je le dis d'autant plus qu'il faut que nous nous y mettions tous. Le logement d'abord, pour les plus jeunes ou les moins informés, d'ailleurs, c'est pas forcément la même chose, hein. Les plus jeunes peuvent être aussi informés, voire plus informés que les plus âgés, mais le logement d'abord, c'est une autonomie dans le logement, c'est d'avoir les clés de chez soi. C'est véritablement pouvoir inviter qui on veut. C'est pouvoir avoir son mode de vie à soi. Et puis, c'est la nécessité ou le besoin d'un accompagnement qui sera là autant que de besoin. Et donc, c'est véritablement cette question que le logement est la solution. Enfin, je crois qu'il faut quand même qu'on arrive à le redire là aussi dans ce pays, c'est que, évidemment, la solution, elle passera par le logement. Ça, c'est le préalable. Mais moi, je vois effectivement 3 grands enjeux que nous devons, et sur lesquels nous devons innover, ou accélérer, j'ai envie de dire, plus qu'innover, parce qu'ils sont connus quand même. Le premier d'entre eux, c'est que je ne crois pas aux grandes déclarations qui disent demain il n'y aura plus de personnes à la rue. Je n'y crois pas qu'ils viennent de qui que ce soit, et même du sommet de l'État. C'est pas possible. Donc ça va prendre du temps. C'est très désespérant, c'est... peut-être que vous aurez des réactions les uns les autres, mais oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à la rue dans la métropole de Lyon. Et nous devons faire face à des pressions qui n'ont jamais existé au préalable. Et effectivement, il faut trouver des solutions, mais on aura beau déployer toutes les solutions, il y aura encore des personnes dans des squats, dans la rue. Notre devoir à toutes et à tous, c'est quand même d'être dans l'accompagnement et d'être dans une logique de réduction des risques. Parce qu'aujourd'hui, comme avant, comme depuis des décennies et des siècles, la rue, c'est la mort. La rue, c'est la maladie. La rue, c'est le viol pour un certain nombre, et notamment des femmes. Enfin, il faut quand même dire aussi les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que certains de citoyens de cette ville, au-delà de l'appartenance et de l'appartenance nationale, sont exposés à des risques majeurs. C'est, pour les plus jeunes, l'exposition notamment au trafic de drogue. Enfin, je crois qu'il faut quand même qu'on redise ce qu'est la rue. Bon. Et donc, nous devons, et là quand même, la coordination État, métropole pour notre territoire, peine à se mettre en place. Enfin, je le dis aussi, nous devons mettre des équipes mobiles capables de passer de squat en squat, de campement en campement, de zone. On est à 2 pas de Jean Massé, on sait le nombre de tentes qu'il y a à Jean Massé.
pour écouter des équipes pluridisciplinaires, d'accompagnement social, de soins, quand on est en squat, de petits travaux. On a la chance d'avoir une très belle association sur notre territoire qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs, qui font un travail considérable en la matière. Et d'autres encore. Donc, premier enjeu, c'est celui-ci. C'est-à-dire que il est illusoire, même si on se bat, c'est vrai que j'ai omis de vous donner un chiffre. Quand je vous dis, allez, je vous donne un autre chiffre, 2022, 2500 personnes mises à l'abri dans la métropole. Avant Covid, par nos prédécesseurs, quand même, 40. C'est ça, quand même, l'évolution qui s'est opérée depuis 2020. De 40 avant Covid. Covid, c'est à part. À 2500 en 2022, et je pense qu'en 2023, nous serons sur un nombre supérieur. Parce qu'il y a un moment où il faut aussi dire quand même dire les choses. Donc précisément, malgré notre effort, il y aura des personnes, donc on doit être aussi dans ce lien-là. Le deuxième lien, c'était peut-être ça votre propos à travers le logement d'abord. Oui, on doit inventer peut-être des formes de mise à l'abri qui favorisent l'autonomie. C'est pour ça que moi je suis très attaché à nos 11 sites. On a développé l'urbanisme transitoire comme jamais sur ce territoire, en disant on essaye quand même de regarder tous les lieux de la métropole qui ne sont pas occupés, puis on espère bien que demain, on ira même un peu plus loin. C'est-à-dire que quand un promoteur est en attente d'un chantier, eh ben, sur ce lieu, on pourrait faire de l'hospitalité aussi. Mais parlons des 11 sites. 11 sites qui ont été ouverts dans de l'urbanisme transitoire, parfois un peu durable, et précisément, pourquoi nous sommes très attachés au Tiny qu'on a ouvert à la Solée, à Oulin, pour ne pas parler que de Lyon et Villeurbanne, mais qu'on ouvre plus récemment à Villeurbanne, effectivement. Bon, bref, parce que quand la première fois que je suis allé sur un de ces sites qui est porté par le MA, le site de la base, qui est pour des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, elles sortaient de l'hôtel, effectivement. Donc c'est ce que vous pointiez à travers les nuits d'hôtel. Et ces mamans avec leurs enfants, c'était quand même l'idée, effectivement, alors dignité, je trouve que c'est presque un peu condescendant parfois, mais c'est vrai que c'était ça, c'était d'avoir retrouvé quand même la maîtrise de sa vie, de l'éducation de son enfant, dans des conditions dignes, oui, il faut quand même le dire, et en plus, avec une sociabilité, puisque, alors je pense qu'il faut toutes les solutions, mais quand on a une vingtaine de tiny house, il y a aussi une sociabilité qui se crée, qui est pas mineur quand même, enfin, je veux dire, qui est un élément important. Donc l'autonomie, et c'est pour ça qu'on y est très attaché. Et puis le troisième défi, mais qui est malheureusement pas dans les mains de la métropole, bah, c'est l'insertion économique. Et c'est, j'ose le dire, la régularisation par l'emploi, même si la loi est mal engagée. À l'heure où nous parlons. Vous voyez, comme quoi j'ai encore de l'espoir, parce que j'aurais pu être encore plus dur. Mais pour le coup, c'est de se dire, effectivement, comment dire, d'abord dans l'opinion publique, nous interpeller les uns les autres et de dire, demain, la personne qui s'occupera de vous, de moi, quand on sera en perte d'autonomie, qui m'accompagnera, bah, peut-être que ce sera une personne qui quelques années avant, n'avait pas de papier et n'était pas régularisé. Dans le BTP, c'est aussi dans le bâtiment, c'est aussi un enjeu. Donc, évidemment, les métiers, ce qu'on appelle les métiers de bouche, l'hôtellerie et restauration, c'est un enjeu. Nous avons des secteurs que on appelle parfois secteurs en tension. Mais très concrètement, c'est l'idée de dire que nous avons besoin de toutes et tous et qu'il y a des secteurs où nous n'arrivons plus à recruter, sur ce territoire notamment. Donc ce n'est pas une question, contrairement à il y a quelques années, d'emploi. C'est une question d'employabilité. Et par ailleurs, nous savons que nous avons des personnes qui sont capables d'agir. Mais simplement, il faut aller au bout des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut rester dans un état de droit, mais la question de la régularisation est un frein. Simplement, on peut inverser la chose. Par le travail, on peut régulariser. Je crois que là-dessus, on doit avancer. Et j'ai le sentiment, je ne vais pas appeler à une autonomie de la métropole. Non, pas encore. Ça sera peut-être la conclusion. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je crois à la République, largement. Mais simplement de se dire que quand on est sur un territoire aussi riche que le nôtre, aussi actif que le nôtre, avec autant de bonne volonté que le nôtre, ben, on aimerait bien pouvoir expérimenter en la matière.
Est-ce qu'il y a des questions qui commencent à se préparer dans la salle? Donc je vois qu'il y en a. Je laisse répondre Étienne Piquet-Gauthier, puis ensuite je vous écoute. Juste sa réponse, et puis c'était pour que les questions se préparent. Je vais juste réagir parce qu'on pourrait sortir de cette salle en disant tout est foutu, on peut rien faire, c'est la catastrophe. Et en fait, oui, c'est dur, mais oui, il y a beaucoup de gens qui se lèvent et qui agissent, y compris l'État, y compris les maires, y compris les associations, y compris les collaborateurs, y compris les étudiants. Et je pense qu'à chaque fois qu'on va sur le terrain, on se rend compte que oui, il y a une âme qui agit et il y a des gens qui se bougent pour que la situation change. Alors on n'est pas ici pour dire l'État ne fait pas son travail, la métropole ne fait pas son travail, l'entreprise ne fait pas son travail, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut que chacun se bouge. On parlait du regard. Et dès qu'on voit les collaborateurs qui vont sur le terrain au contact des travailleurs sociaux, des associations, eh bien le regard change. On n'a pas parlé des logements vacants, ou en tout cas des espaces qui sont disponibles, qui sont vraiment un sujet. Mais il faut y aller petit à petit. Et si on loge une famille, eh bien on a gagné. Si on loge une personne, on a gagné. On ne va pas faire des grandes politiques pour loger tout le monde en un an. Et à chaque fois qu'on a une victoire, eh bien c'est une victoire de plus. Et c'est vrai qu'on a cette chance sur le territoire de pouvoir travailler tous ensemble, ce qui n'est pas le cas dans d'autres territoires. Voilà, il y a quelques tiraillements, il y a en effet des questions d'argent, mais souvent il faut arrêter toutes les normes, les contraintes. Voilà, c'est vrai qu'on crève de ça dans les projets qu'on veut mener. Et ça, là-dessus, je pense que la préfète, elle est d'accord, la métropole, elle agit volontairement pour que quelquefois on simplifie les choses. Je prends un petit exemple qui n'est pas très lointain, je vous passe la parole après. C'est que quand on a accueilli les Ukrainiens, on a fait assez facilement plein de choses qui n'étaient pas possibles. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas faire un plan identique pour les personnes à la rue? Je vais répondre après, mais je prends la question ici. Oui, alors ce n'est pas une question à proprement parler, c'est plus une réaction, parce qu'il se trouve que vous avez vu, nous avons amené des jeunes, mais on n'est pas de ce territoire. Nous, on vient de plus bien, on vient du Vaucluse, qui est un territoire extrêmement pauvre, de Carpentras en particulier, qui est une ville où il y a de vrais problèmes économiques, sociaux, même si les sans-abri, on n'en voit pas dans les petites villes, ils ne sont pas très visibles. Et que par conséquent, il me semble qu'il y a un problème aussi dans ce pays d'aménagement du territoire. D'autre part, on a le problème de l'artificialisation des sols, donc c'est bien de dire qu'il faut bâtir, mais... Et puis la dernière remarque, c'est qu'on est toujours dans un système de propriété privée, que les logements... On a encouragé à un moment donné beaucoup de gens au moment de préparation de leur retraite, par la fiscalité d'ailleurs, à faire des placements, des investissements immobiliers dont ils attendent évidemment un retour en capital, puisqu'ils ont préparé leur retraite, encouragés par l'État il y a 25 ans de ça, ou 30 ans, les PER, etc. Bon, bref. Et qui, bien évidemment, quand ils ne reçoivent pas leur loyer, sont mécontents et demandent des avis d'expulsion. Est-ce qu'à ce moment-là, qui doit prendre en charge le paiement? Enfin, il y a tout un tas de questions. La fiscalité, c'est aussi une question extrêmement importante, il me semble, parce que l'État, par la fiscalité, et je parle de l'accumulation d'un patrimoine immobilier, a encouragé les plus aisés à se construire ce patrimoine immobilier. Est-ce qu'ils ne doivent pas quelque chose, etc. Bon, ce qui montre la complexité du sujet et surtout, les inégalités territoriales sont majeures. Voilà, ici, vous avez de la chance, vous avez effectivement Mérieux, c'est génial. Nous, on n'a pas de Mérieux à Carpentras. Alors, il n'y a pas que Mérieux, d'abord, mais dans le territoire, évidemment que le bassin de Lyon attire plus de gens, y compris plus de SDF, y compris plus de migrants, parce qu'il y a de l'activité économique et parce que, voilà. Mais heureusement qu'il y a des Mérieux et d'autres chefs d'entreprise qui prennent notre part. Et je suis sûr que dans le Vaucluse, il y a aussi des gens généreux. Voilà. Et la question, c'est qu'il faut arriver à fédérer tous ces gens-là. Parce que tout seul, on pense qu'on ne peut rien faire. Et clairement, quand il y a un collectif, que ce soit un collectif d'entreprise, un collectif d'activistes pour le logement ou pour les squats ou pour ça, c'est ça qui fait bouger les choses. Donc, évidemment, quand on propose à des migrants d'aller s'installer dans le Vaucluse ou à Yssingeaux, dans la Haute-Loire, c'est plus difficile. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, il y a énormément de questions qui sont liées au territoire et à l'attractivité des territoires. Oui. Oui, ça a été évoqué à plusieurs reprises, la dimension du temps, en fait. Même si on le décidait et qu'on mettait tout en œuvre, on ne réglerait pas la question du sans-abrisme demain. Donc il faut se donner des échéances, il faut se dire, comme d'autres pays l'ont fait, on se donne 10 ans, on se donne 15 ans, on se donne 20 ans. C'est beaucoup 20 ans, mais en même temps, si on se dit on met tout en œuvre pour y arriver, on peut y arriver. Il faut activer tous les leviers. Donc la dimension du temps, la dimension de
du temps aussi, elle parle aussi d'aménagement du territoire. Ça a été dit. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle tension sur le logement dans la métropole de Lyon? Faut-il continuer à concentrer beaucoup d'activités au même endroit alors qu'il n'y a plus de logement? Comment est-ce que dans une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, on fait peut-être plus d'activités, on facilite l'installation d'entreprises dans des villes de 100 000 habitants où il y a du logement, etc. C'est tous ces sujets-là qui ne nous appartiennent pas à nous, associations, mais qui peuvent appartenir à des politiques publiques générales. Mais vous avez raison de dire que les grosses métropoles, elles concentrent de la richesse, de l'activité économique, mais du coup, elles concentrent aussi beaucoup de précarité. Elles concentrent de l'attention sur le logement et tout. Je voudrais dire aussi à l'appui de la question de la régularisation par l'emploi et des questions d'emploi des personnes hébergées, qu'il y a des métiers dans lesquels on n'arrive plus du tout à recruter aujourd'hui. Et ça va faire, comment dire, ça va être en difficulté des activités. Je pense à, voilà, il y a des activités d'accompagnement social dans l'handicap, dans la protection de l'enfance, où on n'arrive plus à recruter parce qu'il y a plus de gens qui se forment. Donc ça, c'est des questions aussi de pénurie, appelons ça pénurie de main d'œuvre, alors même qu'on a dans les centres d'hébergement des milliers de personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler. Qui n'ont qu'une envie, c'est de s'intégrer sur le territoire, qui n'ont qu'une envie, c'est de contribuer au développement du territoire, à la richesse nationale, de payer des impôts comme beaucoup de gens, et qui sont venus pour ça. Voilà. Et donc on a quand même un problème là voilà. Sur la question du temps aussi, de la ligne de temps, je vais remettre une couche sur la question du transitoire. Nos villes, nos métropoles, et pas que les grandes villes et pas que les grandes métropoles, sont pleins de bâtiments qui sont vides, en attente d'une opération immobilière, de terrains qu'on mobilisera peut-être plus tard pour des grandes opérations. En attendant, ils peuvent servir. Les entreprises ont des bâtiments ont des bureaux qui sont vides la nuit et le week-end. Il y a tout un tas de poches à explorer, là, comme ça, qui ont commencé à être explorées. Les bureaux du cœur font ça et il y a une marge de développement énorme. Comment est-ce qu'on se saisit de tous ces espaces vides? Les universités aussi, elles sont vides le week-end, non? Très peu. Ah, très peu, d'accord. Je croyais qu'elles étaient vides le week-end. Ils travaillent la nuit. Vous travaillez la nuit? Vous avez cours la nuit? Non. Bon, mais il y a comme ça, il faut penser aussi, c'est une manière différente de penser la ville, de penser l'hybridation des lieux, des usages. Un lieu qui a été conçu pour un usage, il peut en fait avoir plein d'autres usages. Voilà. On l'a expérimenté avec les Hospices civils de Lyon, le soutien de l'État, de la métropole, la Fondation Armée du Salut, Plateau Urbain, en installant un tiers-lieu qui s'appelle Les Grandes Voisines, qui est l'ancien hôpital Charial à Francheville et Craponne. Les Grandes Voisines, c'est un endroit qui est, à mon avis, assez exemplaire. Pourquoi? Pas parce que c'est le foyer Notre-Dame des Sans-Abri qui est dedans, mais parce qu'il y a de l'hébergement. Il y a quand même 475 personnes hébergées dans cet endroit, qui est un bel endroit. Il y a de l'activité. Toutes les fonctions support du site sont faites en insertion, donc sont des leviers d'insertion professionnelle pour les personnes qui les exercent. Le nettoyage, la maintenance. Il y a de la blanchisserie, il y a un restaurant, il y a un hôtel, il y a un tas d'activités qui sont des supports d'insertion professionnelle pour les personnes. Pensons vraiment que l'activité professionnelle est un levier extraordinaire d'insertion et de remobilisation des personnes. Et puis, c'est un lieu hybride, c'est un lieu où on accueille des entreprises, des porteurs de projets qui n'ont pas les moyens de se payer des locaux ailleurs et qui viennent là et qui, en contrepartie d'un loyer un peu moins élevé que les prix du marché, contribuent à la vie du site. Sur ce site que vous voyez là, alors vous ne voyez pas tout parce qu'il est très très grand, donc il y a aussi il y a des espaces verts, il y a tout ça, il y a 700 personnes. Il y en a 475 qui sont hébergés, les autres travaillent, les autres passent, il y a des riverains qui viennent parce qu'on a aussi développé une programmation culturelle. C'est un lieu culturel, voilà, une programmation artistique et culturelle. Il y a des artistes en résidence, il y a des projections de cinéma, il y a du sport, il y a un tas de choses. Et finalement, on montre que l'exclusion concentrée à un endroit, finalement, c'est pas une fatalité, et que quand on reconnaît aux gens la capacité à être acteurs, à monter des projets, une partie de l'activité du site, elle est portée par des personnes hébergées. Quand on leur fait confiance et qu'on dit bah oui, vous pouvez monter un projet, oui, on a des systèmes de budget participatif, voilà, et les personnes se saisissent du lieu où elles habitent.
et de l'activité qu'elles peuvent mener. Là, on fait œuvre de cohésion, en fait. On fait œuvre de cohésion sociale. On fait œuvre on fait société tous ensemble. Il y a des gens hébergés qui ont des parcours migratoires ou pas migratoires, ou qui ont des parcours de rue. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes jeunes, moins jeunes. Sur les 475 personnes hébergées, il doit y avoir au moins 150 ou 175 enfants à peu près. Hein. Donc c'est un gros, c'est quand même une grosse, un lieu où il y a beaucoup d'enfants, où il faut les accompagner, un lieu de vie. Ils sont tous à l'école, dans les écoles autour, etc. Donc là, si on tire le fil de l'innovation, on arrive à faire de l'hébergement, de l'insertion par l'activité économique, des projets, du culturel, et où les personnes concernées sont actrices. Elles choisissent, elles décident. Évidemment, il y a un cadre, hein, c'est pas entièrement autogéré, mais pour autant, il y a une liberté qu'on a mis en œuvre. Et là, on innove contre le sans-abrisme. Les personnes qui sont là, elles ont pris une partie de leur vie en main et elles cessent d'être ballottées d'un hôtel à un centre d'hébergement, voilà. Et elles développent de la solidarité. Elles se gardent leurs enfants entre elles. Ces personnes, hein, il y a des hommes, des femmes, voilà. Elles développent des activités au service des autres. C'est un laboratoire d'innovation sociale qui mérite d'être souligné. C'est transitoire, ça s'arrêtera dans 2 ans et demi, au grand désespoir de tout le monde, mais en tout cas, pendant ce temps-là, on aura expérimenté plein de choses. Et c'est pas dommage que ça s'arrête dans 2 ans et demi, justement ? Si, c'est dommage, mais c'est partie des choses qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas à notre main. Mais la métropole a peut-être des solutions. C'est drôle, chaque fois que vous entendez « on ne maîtrise pas », vous vous tournez vers la métropole. En l'occurrence, c'est un foncier des Hospices civils de Lyon, et donc les Hospices civils de Lyon ont un projet aussi sur le terrain. Et donc, la négo a commencé. C'est-à-dire que le contrat est clair dès le départ. Donc, ça, c'est sûr. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il ne pourrait jamais y avoir de mise à l'abri transitoire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans si le contrat n'est pas respecté. Voilà, il faut quand même le rappeler. Donc je trouve que les HCL font leur boulot, l'État, beaucoup de gens financent cette action, et il y aura d'autres solutions parce qu'il y aura d'autres lieux qui deviendront transitoires. Et c'est là que le temps est important, parce qu'il faut en effet anticiper et recycler tout ce qu'on a, toutes les expérimentations qui ont été menées. Mais juste pour rebondir un peu, parce que à la fois par la question que vous posez, par les propos de Marion sur l'idée que très clairement, aujourd'hui, on n'utilise pas assez nos bâtiments existants. En fait, probablement que l'élément qui va caractériser nos villes, nos villes moyennes, nos grandes villes, c'est que nous sommes, et vous avez évoqué le zéro artificialisation nette, nous sommes effectivement dans une situation de raréfaction du foncier, où en tout cas il va falloir qu'on agisse autrement avec le foncier. C'est un des vrais enjeux. J'en parlais précisément pour les GECO de l'année prochaine. Je trouve que ce serait un très très beau sujet que nous débattions quand même du foncier comme bien commun. Il y a deux éléments qui sont importants. Il y a l'idée que, ce qu'on appelle en termes très jargonnants, hein, la chronotopie, c'est-à-dire qu'on fait du temps une ressource. Oui, la nuit c'est vide. Comment ? Voilà, c'est exactement ce que font les bureaux du cœur, ce qu'on pourrait imaginer ailleurs. Et puis il y a l'autre élément qui est majeur, c'est celui que vous pointez, c'est-à-dire notamment la question qu'on n'abordera pas l'idée qu'il faut veiller à préserver un certain nombre d'espaces si on n'est pas dans une logique d'aménagement du territoire. Je crois que vous avez totalement raison. Et ça nous interpelle toutes et tous. Je ne vais pas que renvoyer ça à l'État. Très clairement, on a construit ce modèle de territoire de la métropole de Lyon. Nos prédécesseurs l'ont fait comme une métropole qui, précisément, concentrait les richesses et qui concentrait les forces. Probablement que le temps est venu qu'on soit dans une autre logique, pour des raisons écologiques, des raisons sociales, des raisons économiques. Oui, nous devons garder des sièges sociaux, des sièges d'entreprise sur notre territoire. Mais oui, les travailleurs, les salariés aujourd'hui peuvent continuer à vivre à quelques dizaines, centaines parfois de kilomètres, soixantaines en tout cas. Et donc, il faut aussi qu'on améliore et qu'ils ne prennent pas forcément leur voiture tous les jours. Donc, le temps est venu d'une coopération territoriale, réellement. Mais quand je dis coopération, ce n'est pas un mot lancé. C'est-à-dire comment on réfléchit à l'échelle d'une aire urbaine. Là, je parle évidemment pour notre territoire, mais je vois très bien le vôtre, à quel point aussi vous êtes inscrit dans une aire urbaine, et comment les métropoles centrales sont prêtes à reverser aussi
pour qu'il y ait des lieux d'activité, notamment à Saint-Vallier, dans la Drôme, autant qu'à Tarare, dans le Rhône. Donc on voit bien comment on pourrait agir. C'est un des défis. La deuxième question que vous posez, c'est celle effectivement du propriétaire qui attend un revenu et qui a des impayés. Je crois que en la matière, il ne faut pas prendre le problème, en tout cas ce n'est pas notre propos, en tout cas je ne crois pas que ce soit le propos de Marion ni le mien. Évidemment que ce n'est pas au propriétaire d'être seul face à des impayés. Ce n'est pas ça la question de dire il faut éviter les expulsions locatives. Ce n'est pas l'idée de dire ah bah c'est au propriétaire de gérer et de prendre. Non, c'est à l'action publique. Et notamment dans la prévention des impayés. Dans la question précisément d'être conscient qu'il y a des personnes, on va pas il n'y a aucun doute là-dessus, qui sont de mauvaise foi dans l'impayé. Mais il y a aussi les signes d'une très grande précarité, et ce d'autant plus quand le logement représente une part totalement démente aujourd'hui dans les budgets des familles les plus modestes. Quand vous dépassez les 50%, ce qui est quand même une situation, on a malheureusement même des taux d'effort, ce qu'on appelle beaucoup plus importants, parfois, et dont on se demande comment c'est tenable. Évidemment, pour bon nombre de nos concitoyens, le loyer reste ce qu'il faut verser. Et donc, s'il lâche sur le loyer, ça veut dire qu'il y a toute une série de difficultés et qu'on ne les a peut-être pas repérées par nos administrations et notamment. C'est ça qu'on est en train de dire, je crois, très clairement. Et c'est pour ça que je suis un peu... alors voilà, je reprends la casquette plus politique, mais c'est pour ça que je suis un peu quand même frappé qu'on ait débattu sur la question notamment des expulsions locatives avec simplement le petit bout de la lorgnette. Parce que c'est beaucoup plus complexe que cela, et c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a des impayés qui nécessitent effectivement de mettre un terme, il n'y a pas de doute, mais il y a bon nombre de situations qui révèlent une très grande précarité qu'on n'a pas vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vienne faire peut-être un mot de conclusion chacun, c'est le moment ou jamais. Je vais meubler, mais pendant que vous réfléchissez. Non, pas du tout. Il y a une question dont on n'a pas parlé, c'est le non-recours au droit. On a la chance d'être dans un pays extrêmement généreux avec une multitude d'aides qui sont à disposition d'une multitude de populations. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas ces droits, ces subventions, ces aides financières, etc. Et j'aimerais bien un jour que l'État fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être obligé de réclamer, que ce soit automatique. Voilà. Et ça, j'espère qu'on va y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État sait à peu près tout sur notre situation familiale. Ils savent combien on a d'enfants, s'ils font des études. Si ça on a faisait partie du programme oui, mais je pense qu'aujourd'hui, entre le prélèvement à la source, le nombre d'étudiants, si on est propriétaire, pas propriétaire... C'était dans le programme de la majorité présidentielle, législative. On leur rappellera. Mais c'est vrai qu'en fait, on perd énormément de temps à faire de la paperasse des demandes. Enfin, vous êtes bien concernés, les étudiants. Et bien, en l'occurrence, ça devrait être un petit peu plus automatisé, quoi. Qu'on arrête d'aller toujours courir après les subventions. Et c'est des choses qui feraient gagner du temps. Et qu'on passe beaucoup d'énergie à déposer des dossiers et des demandes. Et finalement, il y a des choses qui devraient être automatisées et tomber sur le compte en banque. Voilà. S'il n'y a pas de dernière question, peut-être simplement un dernier tour de table sur... Comment surmonter les points de blocage qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Comment on change d'échelle. On fait tourner. On est dans une rencontre d'abord, on décloisonne et on discute entre nous des problèmes et on les pose. Et c'est vraiment ce qu'on fait, alors pas seulement autour de cette table, mais c'est ce qu'on fait quand même tous les jours, entre les associations, l'État, les acteurs, les métropoles, les initiatives d'associations. Je n'ai pas parlé d'une initiative Confinance qui est... Un individu un jour a dit comme les gens ont du mal à se laver, je vais faire une tournée avec un camping-car, puisque dans une camping-car, il y a une douche. Ça s'appelle le Vroom Shower. On a financé, nous, trois camping-cars qui circulent dans la métropole de Lyon, puisque il faut aussi dire qu'il y a des gens qui sont à la rue, qui se planquent, qui ne sont pas du tout repérés par les maraudes. Et donc, il faut aller vers eux et leur proposer au moins une douche, de recharger leur téléphone, de rencontrer quelqu'un, de boire quelque chose. Donc, il faut décloisonner. C'est des petites innovations, hein. Je reviens là-dessus, c'est qu'il ne faut pas vouloir faire des énormes plans qui vont prendre beaucoup de moyens, puisque la France sait faire des choses qui coûtent très cher. Des initiatives comme le Cocoon, comme le Bureau des Cœurs, qui sont en fait des initiatives de bon sens. Je pense qu'il faut revenir sur du bon sens et changer les mentalités. C'est ce qu'on fait, on essaye de faire auprès des collaborateurs.
quand ils vont passer une demi-journée au foyer de Notre-Dame des Sans-Abri et qu'ils rencontrent des travailleurs sociaux ou des bénéficiaires, croyez-moi, ils sont différents. Voilà. Et donc, quand ils rentrent chez eux ou qu'ils sont propriétaires d'un appartement, parce que ça arrive aussi, mais peut-être qu'ils vont réfléchir à l'appât du gain, au remboursement du prêt, qui je vais mettre dans mon appartement. Est-ce que je vais peut-être, non pas le mettre à 800 €, mais peut-être 600 € et demander qu'on nous mette quelqu'un avec des garanties. Voilà, parce que les associations, l'État, la métropole donnent des tonnes de garanties aussi. Voilà. Donc il faut y aller petit à petit pour essayer de rendre le monde meilleur, mais je suis très optimiste. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment des petits miracles tous les jours, il y a des gens qui se lèvent, il y aura toujours des gens pour s'indigner, que ce soit l'abbé Pierre, que ce soit Alain Mérieux, qui sont deux personnalités complètement différentes. Voilà. Ce sont quand même des gens qui se bougent. Je ne parle pas évidemment de ceux qui travaillent tous les jours dans ce secteur et qui sont extrêmement motivés, qui sont mal payés, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même important, mais qu'il faut vraiment encourager, et c'est eux qui méritent des médailles, c'est pas les autres. Poursuit le tour de table, 1 minute de conclusion chacun. Innover pour lutter contre le sans-abrisme, ça se joue toujours, quand on veut changer le monde, à 3 niveaux, à mon avis. Il y a toujours un niveau individuel, un niveau collectif, un niveau politique. Ils se sont un peu entrecroisés dans cette table ronde, ces 3 niveaux. Individuellement, chacun peut faire des choses, chacun peut, Étienne l'a dit, chacun peut s'engager, chacun peut. Alors, j'en profite pour dire qu'au foyer Notre-Dame des Sans-Abri, nous accueillons bien volontiers beaucoup de bénévoles pour faire un tas de choses très variées. Donc, il y a de la place pour l'engagement bénévole, court terme, long terme, one shot ou régulier, tout est possible. L'expérience de l'engagement à tous les âges de la vie, il est important. Il y a la dimension collective quand on veut changer les choses, quand on veut. Alors voilà, on parle du sans-abrisme, mais on pourrait parler d'un tas d'autres sujets. On parle de justice sociale, on pourrait parler de justice climatique, les deux vont ensemble. Il y a un engagement collectif, on fait rarement les choses tout seul. Donc il y a des associations, il y a des projets collectifs. Je crois que tout ce qui a été évoqué là, c'est toujours en faisant travailler des gens ensemble, en faisant converger des intérêts qui, a priori, ne sont pas évidemment convergents. Mais enfin, il y a un moment donné, on se rencontre sur une analyse des causes et sur des solutions possibles. Donc c'est l'action collective. Après, il y a une dernière dimension qui est l'action politique, mais celle-là, moi, elle me regarde moins, mais je la laisserai au dernier intervenant de ce tour de table, qui est dans son rôle là-dedans. Mais en tout cas, s'engager en politique, ou en tout cas voter, ça fait partie aussi des manières de changer le monde. Ne l'oublions pas, et de changer en tout cas la société dans laquelle on est. Donc un engagement individuel, collectif et politique, c'est les trépieds de ce qui va faire changer le monde dans lequel on vit, et on en est tous responsables à un moment ou à un autre. Pour revenir sur l'innovation sur le sans-abrisme, ça a été dit, on est dans un pays où il y a des cases, et donc les gens sont dans des cases, les dispositifs accueillent certaines cases et pas d'autres. Donc comment est-ce qu'on fait tomber ces cases? Et ça, c'est aussi un exercice que chacun, là où il est en responsabilité, doit pouvoir faire, décloisonner, faire travailler ensemble des métropoles et des services de l'État avec des municipalités, voilà, des gens qui n'ont pas toujours le même projet politique. Comment est-ce que, de manière intelligente, Et merci de conclure. Ça fait à peine 1 minute que je parle. Un peu plus. Ok. Mais Il en reste 3 pour les 3 autres. J'ai tout dit. Alors merci beaucoup. Il reste pile 1 minute chacun, c'est bien. Alors très rapidement, juste pour dire, effectivement, nous avons un enjeu au plan national de plus facilement pouvoir tester, expérimenter les innovations, en particulier dans le champ social, mais aussi dans d'autres dimensions. Et clairement, ça n'est pas suffisamment bien accompagné. Et souvent, on ne peut pas facilement les expérimenter, les tester. Et comme ça a été dit, clairement, il y a beaucoup d'initiatives différentes. Il faudrait pouvoir beaucoup mieux les tester, les accompagner pour que ces expérimentations puissent être possibles. Par ailleurs, nous avons aussi besoin que notre marché du logement fonctionne mieux, pour qu'il soit moins discriminatoire, pour que justement il y ait plus de garanties pour les propriétaires lorsqu'il y a des impayés et que les personnes qui sont dans les impayés soient beaucoup mieux accompagnées justement parce que souvent lorsque par exemple quelqu'un n'a plus le revenu suffisant pour payer son loyer, il est en très grande difficulté pour trouver un autre logement, quoi. Parfait, 1 minute, c'est tenu.
Moi, je vais faire très très rapide. Moi, je voulais juste dire ma surprise et je suis très heureuse de voir tous ces jeunes en fait dans la salle, parce que sur un sujet comme le sans-abrisme lié à l'innovation, en fait, c'est vous qui allez faire changer les choses. Donc nous, on pose des petites graines, on commence à avoir des idées, mais c'est vous qui allez tout remuer et tout repenser et tout imaginer d'une manière différente. Donc merci d'être là. 3 enjeux. 1, il faut qu'on agisse ensemble. Et moi, je suis très fier de ce que nous faisons ici, puisqu'il faut être positif, comme l'a dit Étienne. Ce que nous faisons ici, sur ce territoire, avec des acteurs économiques, avec des acteurs associatifs extrêmement mobilisés et, je le crois, des acteurs politiques engagés. Donc, premièrement, on agit ensemble. Deuxièmement, et c'est là que l'innovation intervient, il faut absolument montrer, parce que c'est la réalité, que cela marche. Cela marche. Le logement d'abord, ça marche. L'autonomie, ça marche. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats, et donc il faut qu'on continue. Et puis le troisième élément, eh bien, il faut faire un plaidoyer. On ne réglera pas toute la question du sans-abrisme. Vous avez évoqué les autres territoires sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc oui, il faut convaincre. C'est pour ça qu'on a fait la semaine dernière une biennale de l'hospitalité, pour montrer que ça marchait. C'est pour ça aussi que je fais un plaidoyer au niveau européen, parce que nous avons besoin de l'accompagnement aussi de l'Union européenne. Le sans-abrisme croise les questions migratoires, croise les questions de l'emploi qui interpellent l'Union européenne. On entre en campagne pour les élections européennes. Il est le moment de convaincre les candidats que le logement, c'est la pierre angulaire des politiques sociales européennes. Eh ben, merci à tous. Bon retour dans le Vaucluse pour ceux qui étaient venus de si loin. Et bonne fin de journée de l'économie.